Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au forum de discussion du Grand Soir, ça se discute. Ce soir, avec moi, Eulogio Francis Attalé. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que le début de semaine la semaine a bien débuté pour vous. Je crois qu'il a très bien commencé. Voilà. Du côté de Paris, chef Jed Sofoni Kaboulé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le plateau et bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que vous vous êtes bien reposé aujourd'hui, puisque chez vous c'était férié, on va dire. Donc je suis resté à la maison tranquillement, quelques lectures, etc. Non, c'est parfait. Voilà. Alors, il y a Julio Tometti qui doit nous rejoindre d'un instant à l'autre. Deux sujets au menu de ça se discute. On a eu vent, en tout cas, des dépenses effectuées par les différents des législatives de janvier 2023. Nous allons en discuter, ce que ça traduit, les montants publiés. Et pour la seconde partie, parler des cantines scolaires qui affichent le moins qu'on puisse dire des taux en tout cas de pénétration assez importants et impressionnants. Nous allons nous interroger sur le modèle des cantines scolaires, en tout cas le modèle béninois qui semble faire tache d'huile et qui semble marcher. Alors, vous avez, comme tout le monde, eu vent, en tout cas, voir de près ces chiffres. Déjà, quel est votre premier, de l'aperçu de ce que vous avez pu avoir, quelle est votre première lecture de ce qui a été publié? Déjà, je me réjouis de ce que la plupart des partis ont pu respecter les prescriptions du code électoral. Vous savez que c'est une disposition du code qui fait obligation aux partis, je crois 60 jours après la proclamation des résultats définitifs, de produire les comptes définitifs de campagne avec les justifs, c'est-à-dire les pièces justificatives pour permettre à la Cour des comptes de procéder à la vérification. Exactement. Bon, c'est ce qui a été fait. Je crois que dans l'ensemble, on peut se réjouir de ce que la plupart des partis n'ont pas dépassé en fait le montant prévu, le seuil prévu. Parce que je crois qu'il est prévu 30 millions par député. Pour les 109, ça doit faire environ 3 milliards 270 millions. Or, il se fait que le parti qui a le plus dépensé, c'est le Bloc républicain, qui a dépensé 1 milliard 900 poussières. Le parti qui a suivi, je crois, c'est l'UPR, qui a fait un peu plus du milliard, 1 milliard 600 et quelques. Et puis enfin, les démocrates, qui ont fait 1 milliard 100 et quelques. Donc, dans l'ensemble, les trois partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas dépassé le seuil autorisé par la loi, et on peut déjà s'en réjouir. Voilà. Premier constat. Second constat, c'est que même les autres partis qui ont perdu sont restés en deçà, puisqu'il n'y a que l'UDBN qui a pu dépenser près de 900 millions. À part ça, je crois que Moël a fait environ 300 et quelques. Et puis ce qui a suivi. Force Cori.Bénin émergent, 200 millions, 237 millions. Et puis MPL, 68 millions. Je crois que bon, c'est le tout petit parti qui n'a pas assez de ressources. Donc dans l'ensemble, les objectifs de la réforme du système partisan sont plus ou moins atteints parce que nous avions dit qu'il faut faire en sorte que la surpuissance de l'argent disparaisse, que l'argent ne soit pas le critère d'élection. Il faut faire en sorte que nous puissions bannir l'effet, je crois, chronophage ou chrysogène, parce qu'en fait, l'argent a un effet corrosif sur l'électorat. Donc, il faut faire en sorte que l'argent ne soit pas une donnée importante. Et la loi a fixé des seuils. La plupart des partis ont fait l'effort de respecter les dispositions du code et on peut déjà s'en réjouir. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que on peut se réjouir que le Bénin est en train d'innover à travers son code électoral, c'est-à-dire la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Les dispositions sont respectées par les partis politiques et c'est salutaire. Notre démocratie est en train de s'enraciner progressivement avec des acteurs qui gagnent en maturité. La culture démocratique dont s'enracine et c'est salutaire. Ça veut dire que des perspectives heureuses s'offrent pour le Bénin. Voilà. Sofoni Jed Koboulé, on peut dire que c'est le club des milliardaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, c'est vrai que je souscris à tout ce que M. Attalé vient de dire.
Parce qu'on a remarqué que, conformément à ce que prévoit la loi, les 7 partis politiques qui ont participé à la dernière élection législative ont produit et déposé leur compte de campagne. Donc ça, c'est une bonne chose. Je ferai simplement 3 petites remarques. Première remarque, c'est qu'effectivement, tous les partis ont manifestement respecté le plafond fixé par le code électoral. Vous savez, c'est le plafond de 30 millions de francs CFA par candidat, qui fait à peu près 3 milliards par parti politique, qui a une centaine de candidats. Donc ça, c'est une bonne chose, les règles sont respectées. Deuxième remarque, c'est qu'il semble y avoir une corrélation entre 2 paramètres, c'est-à-dire le niveau de dépenses pendant la campagne électorale et le fait d'avoir des députés. Et je crois que c'est ce que insinuait votre relance tout à l'heure. Ouais. Mais cette corrélation que je viens d'indiquer n'est pas parfaite. Par exemple, vous prenez le BR, le Bloc républicain. Donc c'est le parti politique ayant dépensé le plus d'argent, mais ça n'est pas le parti politique ayant le plus de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Et si vous regardez par exemple dans la liste des partis ayant fait les moins de 10% et donc qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque là aussi que la corrélation entre les 2 paramètres qui sont le niveau de dépenses pendant la campagne électorale et le fait d'avoir des résultats, cette corrélation est assez fragile. Par exemple, l'UDBN a dépensé plus du double de la dépense de Moelle Bénin. Ouais. Mais l'UDBN a eu 2 fois moins de voix aux élections que Moelle Bénin. Quand on regarde le FCDE, le FCDE a dépensé 3 fois moins que l'UDBN, mais a eu plus de 4 fois le nombre de voix de l'UDBN. Ouais. Donc, heureusement, on pourra dire qu'au Bénin, l'argent ne fait pas tout. Évidemment, l'argent est nécessaire au processus démocratique, mais on remarque que l'argent ne fait pas, si je puis dire, le bonheur électoral. J'ai envie de dire, heureusement. Et puis, je finirai par une dernière remarque qui est au fond une interrogation, qui est que dans le contexte bénin, donc avec une économie à peu près à 70-80% informelle, où le contexte des affaires est dominé par l'informel, bien de courage à la Chambre des comptes d'établir la sincérité des comptes de campagne des différents partis. Oui, mais je suppose que comme tout bilan, ils sont obligés de donner les pièces justificatives. Oui, on peut donner des pièces justificatives, mais si je dépense par exemple de l'argent pour faire une promotion de meeting, et pendant le meeting, je fais facturer des trucs, des prestations dans l'informel, ça passe sous le radar. Oui, mais pour le coup, on suppose qu'ils tomberaient sous le coup de la loi. Parce qu'ils sont obligés ils sont obligés quand même de justifier chaque centime dépensé. Oui, alors, oui, mais il faudrait que la dépense soit visible. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, en fait, vous parlez des dépenses qui ne transparaissent pas dans ce qui a été publié. Il pourrait y avoir des dépenses invisibles. Ce que je veux dire, c'est qu'il va établir la sincérité des comptes de campagne des différents partis, alors que le contexte des affaires est dominé par l'informel. J'ai envie de dire, il va falloir beaucoup de travail à la Chambre des comptes. Oui, voilà. On précise encore une fois que la Cour des comptes, il y a un travail préalable. Là, c'est juste une publication de ce que les partis auraient déclaré à la Cour des comptes. Donc, il y a un autre travail qui doit être fait pour, comme vous le dites, justifier de la sincérité de ces publications et pouvoir attester de la véracité de tout ça ou dans l'autre cas, sanctionner si besoin. On sait que les sanctions peuvent aller jusqu'à l'invalidation des sièges. Il y a beaucoup de choses qui sont afférentes. Alors, c'est que la loi fait obligation à la Cour des comptes de publier
durant 15 jours. Oui, effectivement. Oui. Et ça permet évidemment aux partis de se prononcer sur les comptes qui ont été déposés. Oui. Donc s'il y avait évidemment des tentatives de fraude ou de fausses déclarations, je crois qu'il y a un parti politique qui se surveille. Oui, il se surveille. Donc la Cour n'aura pas trop à se faire d'histoire. Oui. Mais après, il y a un travail colossal à faire là-dessus pour vérifier un peu tout ça. Oui, voilà. Alors, comme Sophonie Djihad-Kabouré le dit, on voit bien que le Bloc républicain a dépensé pratiquement 2 milliards de nos francs. Revenons d'abord au Parti Les Démocrates. On sait qu'il y a une petite musique qui a été jouée pendant la période des législatives. Le Parti Les Démocrates prétestait de ne pas avoir autant d'argent que les deux mastodontes de la mouvance présidentielle. Mais on se rend compte quand même qu'ils ont englouti dans cette opération quand même le milliard. On ne sait pas si c'est le Téléthon qui a abouti au milliard. Vous avez bien fait. C'est quand même surprenant pour un parti qui disait n'avoir aucune ressource et s'en plaignait et on faisait même un élément de campagne. C'est assez surprenant de les trouver sur la troisième marche du podium, ce qui concerne les dépenses. Non, c'est pas surprenant parce que vous savez que les démocrates ont un parrain, un président d'honneur qui reste et qui aurait, m'a-t-on dit, payé la caution. Et puis en plus, compte tenu de ses contacts, et de son agenda et de ses relations, du relationnel qu'il a tissé pendant qu'il était au pouvoir, et la possibilité de mobiliser les ressources. Donc il a dû mettre des ressources à disposition pour permettre aux démocrates de pouvoir réussir à tirer leur épingle du jeu dès lors que c'est son parti. Et il a fait campagne. Un ancien président qui s'est mis dans la balance et qui a fait âprement et activement campagne. C'est la preuve, évidemment, que, écoutez, là où se situe votre trésor, là où est votre cœur. Donc, c'est la preuve qu'évidemment, il a mis la poche pour aider les démocrates. C'est vrai que les démocrates n'ont pas bénéficié des financements publics. Par contre, le Bloc républicain et l'UPR ont bénéficié des financements publics. Oui, ça veut dire qu'on peut comprendre que même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, ces efforts sont quand même limités, puisqu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil des investissements accomplis, effectués par l'UBR et l'UPR. Même s'ils n'étaient pas si démunis que ça. Là-bas du milliard. Oui. Ils n'étaient pas si démunis que ça. Alors, Sophonie Djihad-Kabouré, la même remarque, en réalité, quand on regarde très bien les chiffres, les démocrates n'ont pas été le parent le plus pauvre de cette campagne comme ils aimaient à l'afficher. Oui, non, clairement, j'ai été frappé effectivement par les chiffres. Parce que pendant la campagne, effectivement, les démocrates se plaignaient du fait de ne pas avoir à disposition assez de moyens. Mais ils ont quand même fini par déposer eux-mêmes une somme, les comptes de campagne qui valent 1 milliard et quelques. Bon, après, en termes d'efficacité, ils sont quand même bien au-dessus du Bloc républicain. Oui, si on doit comparer au Bloc républicain, c'est peut-être la comparaison la plus pertinente. 28 députés, 1 milliard 848 millions pour l'un et pratiquement 2 milliards pour l'autre. On peut dire à quelques centaines de millions près. Voilà, en termes d'efficacité, les démocrates ont dépensé, on va dire, moitié moins pour le même nombre de députés. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut quand même le souligner. Et comme le soulignait M. Attali tout à l'heure, c'est que il y avait le président d'honneur du Parti des démocrates, c'est quand même l'ancien président de la République. Oui. Donc il s'est mis à disposition, si je puis dire. Vous ne le mettez pas au conditionnel, mais vous l'affirmez, hein, comme M. Attali. Alors, je ne suis pas sûr que ça transparaisse comme ça dans la déclaration à la Cour des comptes. Que vous dites? Vous ne mettez pas ça au conditionnel, vous l'affirmez. Et cette manne devrait provenir normalement de Boni Yayi.
Non, peut-être pas directement, mais il peut donner des bonnes idées, vous savez. Les bonnes idées. D'accord. Julio Tometi nous a rejoint en temps. Julio, déjà, par rapport à ces chiffres, bon, on le disait, on a déjà tiré quelques conclusions. Si on compare, en tout cas, le club, on va dire, en griffe, sans être péjoratif, des milliardaires qui ont eu accès à l'Assemblée nationale, en analysant, on peut dire que entre le bloc républicain et les démocrates, il y a quand même une question d'efficacité sur le terrain. Le bloc républicain a pratiquement dépensé 2 fois plus pour avoir le même nombre de députés. Oui, c'est le moment de saluer les réformes. Pour dire aujourd'hui que cette élection a eu lieu, ou bien les résultats que nous avons n'ont pas été forcément à cause de ce que chacun aurait dépensé, mais en raison d'autres facteurs. Ce qui prouve a priori que l'influence de l'argent a quelque peu diminué en fait dans l'orientation des votes d'une certaine façon. Sinon, si comparaison devait être, c'est vrai, tous les 3 arrivés au Parlement sont au-delà du milliard, mais il faut dire que leur assise sur le terrain ou l'opinion dominante à un moment donné, c'est ça qui a prévalu en fait dans les urnes et non fondamentalement ce que les uns et les autres auraient dépensé. Et quand vous laissez même cette catégorie-là, quand vous allez dans la catégorie de ceux qui n'ont pas pu avoir les 10%, vous remarquerez, quand vous comparez les scores à ceux qu'ils ont dépensé, qu'il y en a qui ont dépensé moins, mais dont les scores législatifs ont été plus. Quand je prends le cas de l'UDBN et de Mouel Bénin, par exemple, en fait, lorsque vous faites la comparaison, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément parce que tel parti ou tel autre a dépensé plus que l'un qu'il y a celui qui a maintenu la constance, on peut dire, c'est l'Union progressiste, le renouveau, même si on veut tenter de le comparer en fait avec le bloc républicain, les deux étant de la mouvance présidentielle, on comprendrait mal que avec en fait ce qu'on a dépensé. Donc en fait c'est beaucoup plus une capacité de mobilisation des personnes sur le terrain, mais aussi d'une certaine façon, comme je l'ai dit tantôt, d'une certaine opinion dominante et non fondamentalement de l'argent. L'autre facteur qu'il faut analyser aussi, c'est lorsque vous arrivez, quand je prends le cas de l'Union progressiste le renouveau, lorsque vous arrivez à vous mettre ensemble, c'est comme on le dit en fait, la rationalisation des coûts de production. Plus vous produisez beaucoup, plus le coût de production se trouve être amenuisé. Donc, en fait, le fait de voir en fait des partis politiques, même à la veille des élections législatives, se mettre ensemble, on pourra dire que cette politique est beaucoup plus prometteuse que la politique de mettre des ressources financières ensemble. Donc, mettre les hommes ensemble vaut mieux aujourd'hui que mettre des ressources financières ensemble. Et donc, c'est ce qui on peut dégager aisément en fait au-delà des autres éléments d'analyse que je fais bien. Voilà les conclusions que nous pouvons valablement tirer en fait de ces chiffres. Aux résultats aux élections législatives et les sommes ou bien les sommes dépensées en termes de campagne électorale. Voilà. Monsieur Attali. Oui, mais j'ai évoqué ici l'hyperpuissance de l'argent qui a presque disparu parce que l'argent ne compte plus trop, c'est vrai, mais il y a les déterminants de vote. Et comme déterminant de vote, il y a le vote solitaire et le vote solidaire. Les citoyens votent soit par solidarité, comme c'est le cas avec la sortie de Boni Yayi, qui a accompagné les démocrates. Dès qu'on a vu Boni Yayi dans la balance, mais ça a suscité plus d'engouement vers les démocrates. Mais il y a aussi le vote solitaire. Par endroit, on a eu des compétences, des valeurs, parce que ceux-là sont dans l'équipe, on va voter pour le parti, parce qu'on sait que ces hommes sont assez représentatifs et peuvent défendre la cause de la communauté. Ils incarnent plus ou moins les aspirations profondes des citoyens, des électeurs de la circonscription électorale à laquelle ils appartiennent. Donc les déterminants de vote varient selon qu'on soit d'un bord ou d'un autre. Ceci étant, c'est qu'on retient qu'à l'issue des élections et à la lumière des comptes qui ont été produits, que l'argent n'a pas joué grand rôle et que les partis ont fait l'effort de respecter les dispositions du code électoral. Il y a donc à saluer la réforme du système partisan actée par le vote de la charte des partis politiques et du code électoral. Le Bénin donc a amorcé
un cap et il faut donc poursuivre la même dynamique pour que nous puissions progressivement, non seulement corriger les otages, parce qu'il y a le mal transhumant, Oui. et il y a aussi la création anarchique des partis politiques. Je crois qu'on est en train de réussir 2 sur les 3. Et il y a moins de partis, puisque de 200, nous sommes pratiquement 13 partis, et 7 ont pu compétir. L'argent avant, écoutez, un député, pour être là, lui seul dépensait environ 60 millions, et même au-delà. Et on a vu que le parti MPL n'a dépensé que 68 millions. Vous voyez que c'est assez ridicule qu'un parti... Mais après, on a eu vent qui se serait battu sur un pécule plus costaud. Non, mais écoutez, ça, c'est des guerres à l'intérieur des partis et ça ne manque pas. L'argent divise, l'argent peut être à la fois un allié ou un ennemi, selon que on a une capacité de mieux le gérer. Ceci étant, c'est que ce qu'on peut retenir comme valeur, vertu qui se dégage, c'est que nous sommes en train de promouvoir la vertu dans les élections, pour que des qualités des personnes capables d'animer nos institutions soient portées, non pas en fonction de l'argent, mais en fonction de l'idéal et surtout de la ligne qu'ils auraient tracée. Et à tous les acteurs majeurs, puisque dans ce vote, il n'y a que le président Talon et le président Yaïboni qui ont conditionné ce vote. Les gens ont voté pour UPR et pour BR parce qu'ils ont vu une action qui est en cours. Ils ont vu des résultats d'un PAG. Parce qu'ils ont vu en fait une politique, un modèle économique qui est en train de se mettre en place. D'autres ont voté contre parce qu'ils ont vu Boni Yayi et certainement n'ont pas encore fait le deuil de cette vision, cette façon de faire, cette gouvernance Boni Yayi. Donc ce sont 2 acteurs politiques qui continuent d'influencer la scène politique et qui ont conditionné la configuration actuelle du Parlement. Ce qui est à saluer, c'est surtout la capacité que les acteurs ont eue à respecter le seuil fixé par le code électoral. On peut se pencher, M. Kaboulé, sur le cas de la force Coripoint Bénin émergent. On peut se dire que, parce que ces déclarations-là ne prennent pas en compte la caution et ne prennent pas en compte les droits de constitution des dossiers. C'est ce qui a été dépensé concrètement sur le terrain. Et si on se rappelle en tout cas du financement public, on peut se dire que, en faisant un petit calcul, que probablement la FCBE s'en est tenue presque exclusivement au financement public reçu. Est-ce que beaucoup de partis, même quand on remonte plus haut, au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, le BR, le financement public donne un avantage certain pour en tout cas aux partis qui en bénéficient? Oui. Alors, je pense que là, il faut relativiser le poids des subventions. Parce que que dit la loi? Parce qu'il y a quand même une loi portant en charge des partis politiques. Oui. Et donc, quand on regarde la loi, que dit la loi sur le financement, comment les partis politiques peuvent financer leur activité? Ben, il y a les financements propres des partis, c'est-à-dire les cotisations des membres, les recettes de leurs activités, les contributions volontaires des membres, etc., etc. Et puis, il y a les ressources externes. Donc, dans les ressources externes, effectivement, on a les subventions de l'État, mais on a aussi les emprunts souscrits. Qui peuvent aller en prendre de l'argent. Il y a aussi les dons qui peuvent, les dons et legs qui peuvent avoir. Donc il y a quand même une variété dans le possibilités. Des politiques. Exactement. Donc la question, si un parti politique n'a pas réussi à créer une ligne, à trouver un espace politique, à créer un espace politique pour convaincre assez de Béninois de les rejoindre et donc d'avoir des membres. Un membre, effectivement, c'est une personne en plus dans le combat politique, mais c'est surtout une cotisation en plus. Et puis, les partis politiques, quelles sont leurs activités aujourd'hui? Est-ce qu'ils organisent des conférences dont l'entrée est payante? Est-ce qu'ils organisent
je ne sais pas, une université d'été régulière. Enfin, il y a, comment dire, il faut bosser, quoi. C'est-à-dire que il y a moyen pour les partis politiques. C'est assez varié, comme vous regardez la loi, je crois de mémoire c'est l'article 33, si je ne me trompe pas, qui explique très clairement l'ensemble des leviers dont disposent les partis politiques pour accroître leurs ressources. Alors là où ils sont bornés, c'est dans les dépenses. Effectivement, ils ne peuvent pas dépasser 3 milliards pour les élections législatives. Mais on a bien vu que personne n'a atteint 2 milliards. Il n'y a que le BR qui est très proche. Mais personne n'a atteint 2 milliards. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, moi, je serais pour qu'on... Alors là, c'est une proposition que je jette dans la barre, mais moi, je serais pour que si un parti politique refuse les subventions publiques, que le plafond de 3 milliards soit sauté pour lui, comme ça se fait par exemple aux États-Unis. Si un parti refuse les subventions de l'État, donc l'argent du contribuable, il a le droit de dépenser son argent, de faire ce qu'il veut de son argent. Voilà. Donc, bon, ça, c'est des ouvertures de débat. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les partis politiques au Bénin n'ont pas assez de leviers ou sont contraints dans les leviers à actionner pour se faire financer, pour avoir des fonds propres. Ouais. La question, c'est de fédérer, d'abord, d'avoir une ligne, Oui. et puis de fédérer autour de cette ligne. Voilà. Gilles Tomonti, M. Kouboulé parlait de ces différentes possibilités. Peut-être que la réforme est encore trop fraîche pour que les partis puissent, disons, mettre en place une véritable ingénierie financière capable de... Parce que ce sont des risques aussi. Quand vous empruntez, par exemple, de l'argent, vous pouvez le faire pour des partis qui ont, disons, donc pignon sur rue et qui disposent déjà de la garantie d'une subvention parce qu'ils auraient des élus, vous pouvez adosser, puisque vous avez les moyens de payer, vous pouvez adosser par exemple votre prêt à cela, même si c'est un jeu dangereux. On voit qu'ailleurs, l'ingénierie financière au service des partis politiques est assez dynamique. Peut-être que petit à petit, on va y arriver également, au-delà des dons. En fait, c'est pour vous dire clairement, pour étant dedans au quotidien et dans le corps d'un certain nombre d'acteurs politiques, il faut dire que ça a déjà commencé ou peut-être que ça a toujours été. Au lendemain des résultats des législatives, nous avons vu certains acteurs politiques être approchés même par des structures financières pour leur proposer en fait des facilités bancaires, soit dit-on en guise de leur installation ou de ce qui est aujourd'hui leur nouveau statut. Donc des institutions financières se sont rapprochées pour leur proposer eux-mêmes en fait un certain nombre de facilités. Ce qui veut dire quoi? Lorsque le parti politique dans son organisation et dans sa conquête de l'électorat offre en fait des possibles ou des gages ou bien peut-être un certain nombre de garanties de pérennisation sur la scène politique, je pense que souscrire à ce genre de mécanisme ne serait pas difficile parce que en termes de mobilisation de ressources au-delà des leviers classiques que nous connaissons, c'est pouvoir aller si on peut le dire comme ça, sur le marché financier de cette façon-là. Et je pense que nous y arriverons parce qu'aujourd'hui, en fait, les partis politiques, l'autre aspect, c'est ça, c'est ce que nous avons dans, pour ceux dont nous sommes en train de parler, dans l'acte de financement. C'est-à-dire quoi, les partis politiques, quel que soit ce que vous soyez aujourd'hui, vous êtes obligés d'avoir une certaine traçabilité financière. Vous êtes obligés de produire les points annuels et de les soumettre après une élection. Comme nous sommes en train de l'avoir, c'est une première au Bénin, d'une certaine façon, que au lendemain d'une élection, on soit informé de ce que chacun a dépensé, c'est une première. Donc, lorsqu'il y a cette, cette transparence, en fait, financière, bien sûr, accompagnée de l'assise politique dont je viens de parler, c'est que très vite, la porte est ouverte à ce levier de financement qu'est le recours aux institutions financières. Donc, je pense que nous y sommes et ça va davantage se mettre dans les pratiques. L'autre élément que je voudrais relever en termes par rapport à l'effet que les subventions auraient pu avoir,
En fait, il y a eu un certain nombre de débats. Je pense que le président du Parti Les Démocrates a été de ceux qui ont porté ces débats-là, cette opinion-là, pour dire que, en fait, le financement des partis politiques alloué uniquement aux partis qui sont représentés, soit dans les conseils communaux ou bien au Parlement, que c'est une sorte d'injustice. Parce que, dit-il, il dit, tous les partis, quand vous prenez le rôle des partis politiques, tous les partis contribuent à l'animation de la vie politique, contribuent à l'éducation citoyenne, et que ce n'est pas seulement en étant représenté au Parlement ou dans les conseils communaux qu'on peut jouer ce rôle. Et donc, de sorte que c'est tous les partis politiques qui devaient bénéficier. Parce que, disait-il, lorsque les partis politiques ont accès à cette subvention, c'est qu'on leur permet d'être davantage forts pour que ceux qui ne sont pas soient davantage faibles. C'est-à-dire quoi? Si, à supposer que les 3 partis qui sont par loin maintenant, ils bénéficient de subventions, ce qui leur permet d'avoir plus de marge de manœuvre, plus d'actions concurrentes sur le terrain, ce qui fait que on aura du mal, les autres qui ne bénéficient pas auront du mal à sortir quelque peu de l'étrier. Mais les résultats là ont montré carrément le contraire. Oui. Les résultats, quand nous faisons la comparaison, FCBE, pas pour comparer les partis de l'opposition, mais pour comparer un parti qui bénéficiait de subventions et qui n'a pas pu en fait atteindre le seuil des 10%, et un parti qui n'a pas assez aux subventions et qui a fait ce score-là. Mais qui a dépensé pratiquement 4 fois plus. Qui a dépensé 4 fois plus, qui a égalisé en fait un parti, le parti qui a dépensé le plus que tout le monde. On peut dire que cette assertion, mais cette opinion a montré aujourd'hui clairement ses limites. Ce qui dit pour dire que la réforme telle qu'instituée, les subventions telles qu'instituées, c'est que les uns et les autres, ce n'est pas forcément, les subventions, ce n'est pas forcément abus électoral, mais c'est abus de renforcement. En fait, ça appelle en fait à une action collective au sein des partis politiques pour véritablement ne pas être un parti de nom, mais un parti qui véritablement arrive à mobiliser l'électorat autour de ses opinions ou autour de son idéologie. De sorte que la question de l'argent, comme le disait M. Francis Attal tout à l'heure, se fait voir de moins en moins, mais ça reste que les subventions sont indispensables pour l'animation de la vie politique et ne devait pas y avoir assez qui veut. C'est ceux-là qui ont une certaine gage au sein de l'opinion, ceux qui ont eu la confiance en fait du peuple béninois à un moment donné, qui peuvent avoir assez fonds de ce même peuple. Donc, il ne s'agira pas, lorsque François Xavier, vous avez créé un parti politique, vous avez rempli toutes les conditions, il ne suffit pas que vous ayez assez au fonds public, il faut que vous ayez l'onction, comme on peut le dire, l'onction de la masse populaire, c'est-à-dire en étant représenté soit au Parlement, soit dans les instances des conseils communaux. Voilà, l'autre point de cette question, on sait déjà on sait par avance, même si on serait intéressé de savoir le volume, en tout cas ce qui concerne les cotisations des membres de ces différents partis. On serait intéressé de savoir le ratio par rapport aux dépenses totales. Je veux parler de l'incidence de la publication de ces chiffres sur la motivation ou non des membres de ces partis à payer, des militants à payer, à, disons, redoubler d'ardeur pour payer. Est-ce qu'on peut se dire de façon, disons, littérale, voilà, l'UP, le Renouveau a dépensé, pratiquement, ou le Bloc républicain a dépensé pratiquement 2 milliards. Les militants peuvent se dire, bon, le parti a de l'argent, le parti a de la ressource. Est-ce que, comment vous analysez cela? Est-ce que, selon ce que les partis auront dépensé, les résultats, est-ce que ça peut, disons, conforter les militants qui sont traditionnellement réticents à payer dans leurs mauvaises pratiques, ou du moins, ça peut avoir un effet boost sur la volonté des militants? Je crois que le travail qui se fait, c'est un travail de changement de mentalité. Parce que pour la plupart des militants des partis politiques avaient des bailleurs fondateurs. Oui. Et donc, on estime que ce n'est pas mon parti, c'est pour telle personne, et le parti, en général, s'identifie à un homme. Mais avec la réforme, on a essayé de corriger parce qu'on a voulu donner plus d'envergure au parti. Et on a voulu avoir une transparence du financement. C'est pourquoi on a institué le financement public. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les partis ont mobilisé des ressources pour pouvoir financer leurs activités. Ouais. Or, dans le cadre de la mobilisation de l'artillerie financière, il arrive parfois que certains donnent dans la corruption ou dans les fonds occultes. Alors, pour avoir une transparence, je crois l'État garant en fait de la sécurité et qui doit promouvoir l'animation de la vie politique
a jugé bon de financer les partis sur des critères d'éligibilité. Écoutez, on peut quand même offrir le financement à tout le monde, même si je décide d'assister les écoles privées, il faut quand même que je sache que cette école affiche des performances et des facteurs d'attraction. Il faut qu'on soit considéré quand même l'excellence là. C'est sur cette base, ces critères d'éligibilité permettront de mettre à disposition un plan de financement pour aider. Donc c'est en fait les partis qui arrivent à avoir des représentants, soit au niveau communal, soit au niveau de l'Assemblée, qui peut bénéficier du financement public, ce qui est normal. Bon, maintenant, il y a cette grosse affaire de sauter la barre des 3 milliards. Non, si on y va là, on ne va pas s'en sortir. Et on va encore inhiber les efforts que nous avions faits pour instituer la réforme qui est en train de corriger les mauvaises mœurs. Parce que nous sommes en train de promouvoir les comportements vertueux en politique, ce qui est difficile. Les cotisations des membres, c'est infinitésimal. Pourquoi? Oui, justement, savoir que le parti a dépensé, aura eu à dépenser autant d'argent. Mais c'est une fierté, parce qu'ils savent qu'il y a un financement public. Parce que vous savez, oui, justement, donc ça veut dire que c'est un facteur handicapant. Oui, mais c'est 200 francs qu'on cotise. J'ai vu l'étude de cotisation, 200 francs, c'est 100 francs pour d'autres. C'est les membres du parti qui ont eu la chance d'être positionnés pour des nominations. C'est eux, en fait, qui, par leur contribution, il y a des quotas. C'est eux qui boostent. Sinon, pour les miettes que je vois là, c'est pas évident que ça renforce l'assiette. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du financement public pour aider les partis à animer au mieux. Parce qu'on sait évidemment que et même quand on parle de legs, aujourd'hui, il n'y a plus de legs. Quand on parle évidemment d'ingénierie qui puisse permettre de faire des emprunts, les banques, les institutions financières ne prennent pas de risques. Mais ça voudra dire quoi? C'est quand vous gagnez, ce que Julio dit, j'ai vu des institutions courir vers les élus locaux après l'élection 2020 et leur proposer des crédits pour qu'ils puissent acheter. Ça voudra dire qu'à l'application de ces chiffres, bon, les militants peuvent se dire, bon, c'est pas la peine de s'obliger à payer quoi que ce soit, puisque nos partis peuvent disposer de 2 milliards. Ils doivent savoir que 1 milliard, 2 milliards, non, mais quand il y a la logistique. Mais quand ils vont voir tout ce qui a été fait là, mais eux-mêmes, les militants, animer juste une réunion au niveau local, au niveau décentralisé, ils savent combien ça peut coûter. Et une réunion. Alors, même les frais de téléphone, comme ça coûte, à avoir les sièges, et puis accessoirement, une bâche. Rien que ça. Je ne dis pas les PDM parce que de plus en plus, les PDM ont disparu. Ça fait qu'il n'y a plus de militants maintenant. Avant, il y avait la foule qui venait et les plus convaincus maintenant sont triés sur les volets. De plus en plus, je crois qu'il y a un degré de maturité de militantisme qui est en train de se mettre en place et c'est salutaire. Mais les cotisations, en fait, c'est l'effort en fait des partis qui doit amener les militants engagés à cotiser. Le militant ne peut réclamer que lorsqu'il participe à la vie du parti. Mais s'il se désengage et qu'il ne veut pas investir, lui-même ne s'attendra absolument à rien. Il serait disqualifié dans le cadre des positionnements. Et c'est ce qui arrive bien souvent. Or, on veut que tout le monde cotise. C'est pourquoi le financement vient pour combler le gap, afin qu'on ne dise pas que tel a cotisé plus que tel autre. Et pour cela, il mérite d'être positionné pour être ministre ou pour être député. Donc, il faut qu'on offre l'égalité de chance, en fait. Bon, ça, c'est pour les militants d'un autre ordre. Parce que les militants qui veulent sur la liste ont d'autres arguments que les 200 francs par Sophonie. J'ai couvert la même question. Est-ce que ces montants, quel effet ça peut avoir sur, on sait, la volonté déjà parcimonieuse des militants et de la base militante à cotiser. On sait que cette culture n'est pas très ancrée chez nous. Quelle influence ça peut avoir d'après vous? Oui, alors je vais d'abord revenir sur la notion d'égalité des chances pour les partis politiques. Moi je pense que non, parce que c'est quoi, enfin, l'économie des élections est quelque chose qui est bien étudié aujourd'hui. Et les partis politiques sont des entrepreneurs politiques. Donc, pourquoi dans l'économie, on va dire des biens et des services, on ne dit pas il faut d'égalité des chances, etc. Je pense que l'entrepreneur qui investit, qui trouve de nouveaux produits, qui invente de nouveaux services, qui arrive à avoir un marketing qui va bien, qui présente bien son produit, etc., et fait du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, ça va être les voix,
électorale. Donc, moi, comment dire, il ne faut pas considérer qu'il faut mettre à contribution le contribuable au service de l'idée de quelqu'un d'autre. Je ne trouve pas de justification morale à... personnellement, je comprends bien l'idée des subventions publiques. Ça permet d'assainir... Enfin, ça se justifie surtout en raison de d'où on vient. C'est-à-dire que c'était quand même d'une opacité sans nom. Il fallait assainir tout ça, donc garantir dans l'ensemble des leviers de financement un levier subvention de l'État. Bon, de toute façon, ça existait, puisque de toute façon, au-dessus d'un certain seuil, les comptes de campagne, en tout cas, étaient les cautions, je ne me rappelle plus de la loi exactement, et il y avait un remboursement, surtout pour la présidentielle, par exemple, il y avait un remboursement oui, quand vous avez fait 10%. 10% ou 5%. Par exemple, pour les législatives, c'est l'article 97 du Code électoral, c'est 10 millions de francs, par exemple, les législatives, ouais. C'est 10 millions de francs CFA par siège, donc vous levez un siège, vous avez 10 millions de remboursement. De remboursement, oui. Donc bon, ça existait un peu ou prou dans la loi, mais bon, continuez. Oui. Donc, l'autre point que vous avez évoqué, c'est au fond le fait que maintenant, on peut dire que l'argent ne fait pas tout, et ça c'est vrai. J'ai entendu un responsable de la FCBE là qui a dit hier que c'est le règne de l'argent. Oui, Alain a dit oui. Alain a dit oui. Et qu'on serait dans une, au fond, plutocratie. Ça n'est pas vrai. C'est vrai qu'on a coutume de dire que l'argent est susceptible de travestir la vie politique, d'affaiblir en quelque sorte la morale de la démocratie, ou d'accélérer les mouvements de corruption, etc. Mais il faut quand même revenir à quelque chose. L'argent en politique est absolument nécessaire. C'est d'abord un moyen de production, et de diffusion de l'information. Il faut bien produire l'information, donc produire, comment dire, l'ensemble des supports, l'ensemble de la ligne politique au fond, de l'idéologie qu'on essaie de défendre, la diffuser au maximum, les bureaux totalement décentralisés dans les arrondissements, etc. et autres. L'argent en politique, c'est d'abord un moyen de production et de diffusion de l'information. Donc, est-ce qu'il y a un risque de plutocratie? Bien évidemment. Mais je vous ai évoqué, tout au début, comment dire, la corrélation qu'on voit dans les chiffres. On peut dire une chose et son inverse en réalité. Dire que ces résultats-là, ces chiffres-là, donnent, comment dire, démontrent que c'est le règne de l'argent, je ne me rappelle plus de son expression, je crois que c'est difficilement défendable parce qu'on a énormément de contre-exemples. On a 3 à 4 contre-exemples dans le jeu de résultats. Sur ma question concernant les militants. Les militants. Alors, les militants de BR, oui, très rapidement, par exemple, oui, les militants de BR seront ravis que leur parti politique ait autant de moyens. D'ailleurs, je me demande si il ne faudrait pas faire le lien avec la lettre de M. Badabassi. Mais bon, je ne veux pas... On va pas réouvrir des dossiers qu'on a déjà traités. Mais c'est vrai que les militants, eux, vont se dire le parti a assez de ressources. Ou alors, il faudrait que le parti montre une forme de transparence dans les états financiers du parti politique en disant non, ça a été un investissement. C'est-à-dire qu'on n'a par exemple emprunté tant à la banque, non, on a eu tant en dons, on a eu tant en cotisation, on a eu tant en legs. Il serait intéressant d'avoir les états financiers dans leur ensemble pour apprécier quelque peu les ratios des différentes contributions. Jules Tometi.
Oui, je pense que, quels que soient les leviers de financement sur lesquels on pourrait appuyer, je pense que le premier, en fait, politiquement et moralement parlant, en fait, c'est de contrer sur la cotisation des membres, donc les militants. Et pour dire, en fait, la cotisation des militants participe même, en fait, de l'éducation citoyenne ou de l'éducation militante. Moi, j'ai vu des partis politiques qui sont allés jusqu'à, ne serait-ce que pour retraite de carte de membre, exiger que l'on paie 200 francs. En fait, pour montrer aux militants que ce acte-là est indispensable pour se compter, en fait, parmi les militants. L'autre chose, c'est lors des différentes instances, l'installation des cellules de base ou bien lorsqu'on va à un congrès. Moi, j'ai vu des gens le suivre une fois. Lorsqu'on va au congrès, on dit, vous devez être à jour de vos cotisations avant d'être, d'avoir accès au congrès. Donc, c'est en ce moment-là que les gens les uns aux autres coups. Mais il y a aussi un autre moyen de transparence que les gens ont inséré au sein des partis politiques, c'est que, comme M. Attard le disait tantôt, on fait une grille de cotisation de simples militants, de militants nommés, de militants élus selon la grille, et on dit ce que chacun doit payer. Je pense qu'il faut peut-être aller encore un peu plus loin, de sorte que même moi, militant à la base, si je puis payer peut-être mes 200 francs de cotisation, j'ai l'égal accès, d'accord, aux chances, aux opportunités, que peut-être le député dont la cotisation s'élève peut-être à 200 000, à 500 000, parce que nous aurions cotisé en fonction de notre position et nous devons avoir égal accès aux opportunités s'il venait. Donc, la cotisation doit être un élément de formation et on doit l'inclure aussi. C'est pourquoi, quand nous parlons souvent, en parlant même de subvention, il ne faut pas l'occulter. L'école de formation des partis qui contribue à l'éducation civique. Et donc, c'est au sein de ces écoles-là que véritablement ces opinions doivent être distillées, en fait, pour que les militants puissent véritablement se l'approprier. Vous dire, en fait, le premier acte fondateur pour être militant ou bien pour continuer d'être militant, c'est quand même de continuer à cotiser, parce que ce n'est qu'en raison de cela, ce n'est que de cela que vous pouvez vous prévaloir pour demander, en fait, des comptes à vos responsables. Comment pouvez-vous avoir peut-être la prétention de demander en fait de la transparence, mais de demander à avoir les résultats financiers si vous-même en fait vous ne contribuez pas. Pardon, ça doit forcément, au-delà des chiffres que nous avons, au-delà des ressources faramineuses en fait que les partis, parce qu'on le disait tantôt, en fait ça devient, c'est comme on le disait, la notion d'entrepreneuriat politique, parce que là aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'argent dedans. On essaie de faire un peu le compte en fait quand vous allez au Parlement, avec ce que vous aurez en termes de subventions. Je ne sais pas pour 2023 combien c'est, parce que c'est un décret qui le fait chaque année. Donc, je ne sais pas combien c'est, mais il y a les subventions, mais vous avez le remboursement des frais de campagne, comme on le disait tantôt, à raison de 10 millions selon ce que le code électoral a prévu. Imaginez un peu toute cette manne que ça constitue pour les partis politiques, sans oublier que ces partis politiques-là étant au Parlement ou au gouvernement ou des instances, tous les autres avantages, d'accord, qui sont liés à ces différentes fonctions. Donc, c'est pour dire que, en fait, la chose politique doit être véritablement prise au sérieux pour cesser d'être la chose d'une personne, ou bien la chose d'un groupe. C'est pourquoi on a voulu des partis politiques au plan national qui puissent avoir des sièges départementaux qui s'animent régulièrement. C'est pour que véritablement le parti soit distillé, qu'il cesse de constituer un club. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, en fait, il y a une sorte de libéralisation d'une certaine façon. C'est-à-dire les acteurs aujourd'hui vont disparaître, mais les partis vont continuer. Les structures vont demeurer. Les structures vont demeurer. Et c'est la chose, non? Les ressources d'aujourd'hui sont en même temps les ressources de demain. Donc, au sein des partis politiques, chacun doit, en tant que militant, non, chacun doit travailler à militer pour accéder. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas y être pour accéder aux plus hautes fonctions. Et donc, dans cette visée-là, on est obligé de travailler à l'enracinement du parti. Et ce n'est que, en fait, le vœu des réformes opérées ces dernières années. Voilà, on va s'appesantir sur le cas d'un parti pour finir. Il nous reste 7 à 8 minutes. C'est le cas de l'UDBN. Mine de rien, on a l'habitude de critiquer ce parti, de penser les dirigeants avoir la folie des grandeurs, mais on a l'impression quand même qu'ils ont les moyens de leur politique. 900 millions. 900 millions, pratiquement 1 milliard. Donc, ils ne sont pas petits joueurs, ils savent dépenser, ils ont des ressources. Non, même si au final, ça
Si ça ne produit pas. l'argent devait compter, vous voyez que le Qatar aurait pu faire de bons scores à la Coupe mondiale. Non, on ne parle pas des scores, on parle du potentiel. Alors, l'investissement, potentiel, non mais écoutez, vous savez que la présidente de l'UDBN, elle est quand même une dame. Et puis Oui, on sait qu'elle est une dame. Et puis derrière elle, il y a un homme. Je ne veux pas dire que... Non, mais écoutez, oui, mais vous savez que Aoré continue de soutenir ce parti. C'est son épouse qui est à la tête. Et c'est un maillard du pétrole. Donc, il a des ressources, en fait. Au-delà de ça, au sein du parti, il y a des militants, des jeunes cadres que j'ai vus. C'est vrai que du point de vue de la stratégie, il a peut-être manqué quelque chose à ce parti. Et ça manque aussi à tous les partis, presque parce que nous sommes dans une transition. Parce que le baromètre, c'est quoi? Quel est le nombre d'années de militantisme requis qu'il faut acter pour que quelqu'un accède à une instance dirigeante du parti? Ça, ce n'est pas encore réglé au niveau des partis. Si bien que c'est ceux qui veulent jouer leur survie qui ont été positionnés pour l'instant. Donc les partis n'ont pas encore atteint le niveau d'homogénéité, de cohérence qu'il faut pour avoir des résultats dans une bonne stratégie. Donc c'est une transition. C'est pourquoi j'ai de la peine à apprécier. Je dis, laissons-leur encore du temps parce que la plupart ont été créés en 2018. Ce qui est sûr, au bout de 2018, moi je parle des ressources, ce qui est sûr des ressources, ils en ont. Non, mais je crois que tous les partis en fait ont les ressources. Mais les partis en fait examinent le paysage et étudient l'ennemi qui est en face. Okay. Il y en a qui disent que mais il vaut mieux ne pas dépenser trop parce que c'est pas évident que nous puissions faire de grands scores. Surtout que la notion de fief est en train de disparaître. Il n'est plus possible aujourd'hui de dire que c'est mon fief. Parce que la réforme a tellement impacté et le leadership de celui qui conduit la réforme a aussi impacté au point que on se dit, mais non, mais la mouvance a une avance sur nous. Si nous dépensons trop, nous risquons après de regretter. Il vaut mieux aller mollo pour aller au but. Voilà. Sophonie Kabouré, juste pour finir, sur le cas de l'UDBN. Oui, alors c'est vrai que en termes d'efficacité par franc CFA, dépensé, le parti qui a été le moins efficace, ayant eu la dépense la moins efficace. Mais pour une raison pour moi qui est un peu structurelle quand même. Parce que quel est l'espace politique qu'a essayé d'occuper UDBN? C'est un parti qui soutient l'élection du chef de l'État. Mais si je suis militant et que je veux voter pour un parti qui soutient le chef de l'État. Le chef de l'État, je vote UP-UBR, effectivement. Je ne vote pas UDBN. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que ils ont essayé de trouver un espace, de se créer un espace politique, au fond, qui n'existait pas. Et ça s'est traduit dans les chiffres. C'est que, c'est un peu le cas aussi de Moël Bénin. Oui, mais bon. C'est que ces deux partis... À la différence qu'ils ont dépensé pratiquement 3 fois moins. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est... Je faisais la correspondance, notamment en termes de recherche d'espace politique. C'est-à-dire que ces deux partis cherchaient un espace politique qui était occupé par deux mastodontes. Donc, forcément, ils ont eu du mal à se frayer le chemin. Notamment sur le terrain. Moi, je vais vous faire une confidence. J'étais à Cotonou pendant la période des campagnes et j'ai suivi un candidat de Moël Bénin. Et sur le terrain, que disaient les militants? Ah, mais vous soutenez le chef de l'État, mais pourquoi vous n'êtes pas UP, pourquoi vous n'êtes pas BR? C'est ce que les militants, les citoyens disent sur le terrain. C'est-à-dire que ces deux partis ont voulu se créer un espace qui n'existait pas. Voilà. Gilles Tometti. Je peux dire, en ce qui concerne l'UDBN, qu'il y a un facteur conjoncturel. Vous savez, l'UDBN a rentré dans cette élection un peu déstructurée à cause de leur épisode avec le BR. Ouais. Parce que c'était parti pour être une fusion. Donc, les cellules de base, en vérité, ne fonctionnaient plus trop. On a essayé
colmater quelque peu les brèches, mais pour continuer à pouvoir s'affirmer. Et on a voulu à un moment donné peut-être compter en fait sur les ressources financières pour dire lorsqu'on aurait fait ci, ça pourrait suppléer en fait quelque peu les difficultés que nous avons. Donc ça pourrait expliquer cela. L'autre chose, parce que lorsqu'on parle de compte de campagne, il faut dire que c'est un élément structuré, c'est un élément des éléments dont on a pu assurer la traçabilité d'une certaine façon. Ouais. Au sein de l'UDBN, en fait, c'est quoi? On a positionné des candidatures. Parce que vous savez, pour les autres partis, hein, quoi qu'on puisse dire, il y a des dépenses que vous ne pouvez jamais tracer. Que vous ne pouvez tracer, en fait, notamment qui relèvent de l'individu, c'est-à-dire de chaque candidat selon sa zone. Bon, il y a de ces fonds-là que les candidats eux-mêmes ont dépensés sur le terrain qu'on ne peut pas tracer d'une certaine façon. Donc, au niveau de l'UDBN, en fait, c'est un parti où lorsque les gens ont été positionnés, ils n'attendent que d'accord du financement du parti pour pouvoir fonctionner. De sorte qu'en termes de traçabilité, ça augmente forcément la douane. Parce qu'au moment où les uns peut-être sont en train de montrer qu'ils ont dépensé au sein de leur parti respectivement peut-être 1 million, et qu'à côté, il y a eu même jusqu'à 500 000 de côté, il faut dire que les candidats au niveau de l'UDBN, parce que c'est des gens qu'on a été cooptés en fait. C'est mal de dire comme ça, je ne voulais pas peut-être pour enquiquiner, mais qui ne sont pas fondamentalement ancrés dans les valeurs du parti. Il fallait aller à une élection, il fallait tout faire pour avoir des candidatures sur toutes les listes. Et beaucoup de partis politiques, notamment beaucoup de ceux qui n'ont pas pu avoir les 10%, ont fonctionné un peu comme ça. Ce qui fait en fait une vertu en fait pour la réforme de ces partisans, parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme ça et espérer avoir les résultats que les autres ont eu. Donc on peut dire, l'un c'est qu'on a voulu peut-être mettre l'argent pour suppléer en fait des dépenses, mais il n'y a que les chiffres de l'UDBN qu'on a eu, c'est les chiffres peut-être un peu plus réels que ceux des autres partis. Voilà. Merci beaucoup Julio Tometti. Je rappelle que vous êtes analyste politique et juriste. Louis Francis Attali, je rappelle que vous êtes analyste politique. Et depuis Paris, Sofoni Chiat Kobouré, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Bon, comme il nous arrive souvent, on a pu égrener qu'un seul thème, le thème de la cantine scolaire. On va y revenir dans la semaine certainement. Merci beaucoup pour vos éclairages, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure.